Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Didier Roche. Mon invité a perdu la vue à l'âge de 6 ans. Très tôt, il a dû affronter les préjugés et tracer sa propre voie. Entrepreneur, conférencier, cofondateur de H-Up Entrepreneur et des restaurants et spas dans le noir, il a fait de son handicap un moteur d'innovation. Son parcours est marqué par les refus d'être recruté, d'être financé, d'être assuré. Alors, il crée ses propres règles. Aujourd'hui, il accompagne des entrepreneurs en situation de handicap et continue de défendre une vision exigeante du management, humaine, accessible et performante. Alors, comment construit-on sa posture de manager lorsqu'on grandit dans un monde qui n'est pas pensé pour soi, et comment mobiliser son vécu pour faire avancer les autres? Didier nous raconte. Bonjour Didier. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir répondu présent. Didier Roche, comment est née votre envie d'agir? Moi, je pense que par nature, certains me définissent comme quelqu'un qui est un peu un leader dans l'âme. Je suis surtout un grand rêveur et j'aime donner vie à mes rêves. Donc, une des solutions a été d'être un entrepreneur dans différents secteurs d'activité, puisque c'est pas tant le statut juridique qui m'intéresse que le projet. Une fois qu'on a une idée, un projet, un rêve, eh bien on regarde quelle est la meilleure forme juridique pour lui donner vie et puis on fonce. Didier, je le disais en introduction, vous dites que vous avez entrepris par rejet. À quel événement est-ce que vous faites référence? Alors, je dirais pas que j'ai entrepris par rejet, mais disons que le fait de ne pas avoir été accepté comme salarié a été un élément de motivation supplémentaire, mais j'avais toujours envie d'être indépendant et de pouvoir mener mes projets. Alors lorsque je suis sorti de la faculté, j'ai comme tous mes copains postulé, mais je voulais quand même pas qu'on me recrute, donc sur mon CV j'avais mis en gros aveugle. Ça avait amusé des copains à l'époque qui me disent mais enfin on ne voit que ça. Je dis oui mais c'est stratégique. Et puis c'est pour pas qu'on me réponde. Effectivement personne ne m'a répondu, on était dans les années 93-94. Oui. Et donc je me suis dit, bon, voilà, t'as un rêve, t'as personne qui veut de toi, a priori, même si t'as mis toutes les chances de ton côté pour pas qu'on te prenne, vas-y, lance-toi. Et c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte à l'âge de 23 ans. Et quelle était cette boîte? Elle s'appelait Itac, alors qui était le nom de l'île, depuis laquelle Ulysse est parti pour faire son long voyage et auquel il est revenu. Ça a duré 10 ans, d'ailleurs ma boîte a duré 10 ans aussi. Et donc, je l'ai écrit ITACK parce que voilà, il y avait d'autres marques qui étaient déposées. Et donc, je suis parti avec cette idée de créer une société qui faisait à l'époque de la vente de prestations, de services et surtout de produits à destination des personnes aveugles et malvoyantes en France. Dans le champ du produit, j'avais 2 gammes. Une gamme qui était une gamme informatique, où il y avait pas mal de concurrents privés. Et puis la gamme, ce qu'on appelle des produits de vie quotidienne, tout ce qui est horlogerie braille, vocale, tout ce qui peut être appareil tel que des pèse-personnes, etc., des jeux. Et là, je m'attaquais à un monopole qui était un monopole associatif. Donc déjà, à l'époque, j'avais le goût du défi. On m'avait prédit de pouvoir tenir 1 an, puisque le monopole associatif était très puissant. Et puis voilà, au bout de 10 ans, j'ai vendu cette société. Et comment vous expliquez que vous avez tenu si bon? Vous êtes bien entouré ou ça passe juste Alors, la détermination, le fait d'avoir toujours de l'espoir, parce que dès lors que l'espoir disparaît, eh bien, les gens changent d'avis. Donc l'idée, c'était vraiment de ne pas changer d'avis. Et puis, c'était une belle aventure dans laquelle j'ai appris l'entrepreneuriat et tout ce que cela recouvre dans sa réalité. Le fait de devoir tout gérer, d'apprendre tout un tas de choses, le droit français, la comptabilité, etc. Et puis surtout d'apprendre à manager des équipes en ayant cette particularité qui était que, étant handicapé visuel, je devais adapter des choses, je devais comprendre des choses pour bien manager mes projets et bien manager mes équipes. Alors pendant 5 ans, j'ai voulu tout faire, et puis ça marchait pas très bien. Et un jour, quelqu'un m'a dit, mais Didier, pourquoi tu fais tout? Fais ce pourquoi tu es bon, fais ce que tu aimes faire, et laisse aux soins des autres le fait de faire ce qui est compliqué pour toi. Et donc à partir de là, j'ai restructuré ma manière de fonctionner, et je me suis mis à gagner un peu d'argent.
Et c'est donc après ces 10 années que le projet Dans le Noir émerge? Alors en fait, en parallèle de ma carrière d'entrepreneur, j'avais une carrière associative. Et donc dans le champ associatif, en 1999, j'étais vice-président d'une association qui s'appelle l'association Paul Guinaud. Est arrivée l'idée de créer des dîners dans le noir. Et donc on l'a développé dans un champ associatif sous format de pop-up. Donc on faisait 2 jours par-ci, 3 semaines par-là, 2 mois par-ci, avec un monsieur qui s'appelle Michel Rayac à l'époque. Et puis en 2004, 2 choses sont avérées. 2003-2004, 2 choses sont arrivées. Un entrepreneur qui avait gagné un peu d'argent dans les nouvelles techno, qui voilà, est venu me voir en me disant bah voilà, nous, on a vécu ça, ce dîner dans le noir, on a envie d'en faire un lieu permanent. Donc c'est comme ça que le premier restaurant est né. Et puis il y a aussi le parc du Futuroscope qui m'a contacté, qui m'a dit voilà, on voudrait créer une attraction dans le noir absolu. Est-ce que vous pouvez pas nous aider? Et c'est comme ça que donc, j'ai travaillé dans le monde de la restauration de manière fixe, avec un lieu à Paris. Maintenant, on est dans 18-19 pays. Combien de restaurants aujourd'hui? Il y en a, je ne sais plus, 16 ou 17. Et puis après, de spa, il y en a 2, puisque en 2011, on s'est mis à développer également le noir dans le domaine du bien-être avec les spas dans le noir. Et donc ce n'est pas juste un restaurant, c'est une expérience. Qu'est-ce que vous avez voulu faire vivre à ceux qui y entrent? Alors, dans le noir, il y a un point d'interrogation au bout. Et donc l'idée, c'est les questions qu'on se pose. Alors la première question, c'est celle de la relation à l'assiette, puisque vous mangez d'abord avec vos yeux, et vos yeux vont conditionner un peu la perception que vous allez avoir derrière du repas. Et là, on vous prive de la vue. Donc ça vous ramène déjà au sens, au goût et à l'odorat, parfois au toucher. Donc le toucher, il est manuel, mais il peut être aussi tactile. Dans la bouche, on sent les textures. Donc cette première questionnement, c'est la relation au sens. Ensuite, il y a un deuxième questionnement, c'est que vous êtes installé sur des tables d'hôtes, et donc vous ne voyez pas vos voisins, et vous avez besoin de recréer votre environnement. Et donc vous discutez avec votre voisin. Et là, vous vous affranchissez de toutes les barrières que viennent poser le regard, notamment. Et donc, vous discutez avec des gens, et après, vous les voyez souvent en pleine lumière. Alors, il se passe 2 phénomènes. Le premier, c'est que les voyants en pleine lumière, parce qu'à l'extérieur, quand vous sortez, la première chose que vous faites, c'est que vous leur dites bonsoir. Ça fait 1h30 que vous bouffez avec eux. Mais le contexte visuel fait que vous leur dites bonsoir. Et là, on voit que les codes reviennent. Et puis, souvent, les gens se disent j'aurais jamais passé un dîner avec ce genre de personnes. Quand je vois à quoi il ressemble, il n'est pas du tout dans mes codes. Et pourtant, j'ai passé vraiment un moment magnifique. C'est un mixeur social. Et puis enfin, le troisième élément du point d'interrogation, c'est dans la rue, c'est vous qui allez me guider pour traverser une rue, pour me rendre quelque part. Et là, à l'entrée de la salle noire, pour faire un truc aussi simple que de vous emmener à votre table et manger, c'est un aveugle qui va vous guider. Et donc, on montre que souvent, le handicap naît de l'inaccessibilité de l'environnement ou des gens. Et voilà, donc ces points d'interrogation, on ne prétend pas apporter des réponses. Voilà, des gens se posent 1, 2, 3 questions, parfois pas du tout, ils viennent pour s'amuser, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et justement, s'agissant de votre façon de manager à vous, quand on ne voit pas, on perçoit autrement. Comment cette sensibilité influence-t-elle votre façon de manager? Alors, je crois que j'ai développé quelques compétences de compensation, notamment la mémoire, notamment le fait d'écouter et de voir ce que la voix transmet dans sa musicalité, dans ses émotions, parce qu'il n'y a pas de filtre entre les émotions et la voix. Et donc j'ai cette attention que souvent les gens n'ont pas. Je n'ai pas la vue, donc je me concentre autrement et j'écoute davantage. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le premier élément, et ce qui fait de moi quelqu'un qui, notamment dans les négociations, mais pas que, dans des problématiques, lorsque je suis face à des gens qui sont en difficulté, par exemple, eh bien, la voix me donne beaucoup d'éléments. Donc ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, ayant des difficultés pour accéder à l'information, notamment l'information écrite, eh bien, je vais vite la mémoriser. Et donc, je suis assez efficace dans le fait d'avoir une bonne mémoire et donc de faire des switches entre différents projets, différents textes, ce qui me permet d'être parfois plus rapide dans la résolution d'un problème, puisque je n'ai pas tout à fait le problème en totalité en tête, mais j'en stocke davantage là où les gens vont se reporter plutôt sur leur papier, leurs fichiers internet, etc. Donc voilà, ce sont 2 facultés. Alors qu'est-ce que ça traduit dans mon management? J'ai expérimenté en tant que personne handicapée plusieurs situations. La situation du pauvre, parce que c'était confortable, on faisait tout pour moi, on pensait pour moi, etc. C'était pas valorisant, et puis c'est pas ce que je voulais donner, donc j'ai préféré aller vers d'autres chemins, qui est de donner envie, de faire envie, de montrer que c'était possible. Et donc je peux identifier assez facilement ces 2 registres
lorsque je suis face à une situation de manager qui pourrait avoir un moment, manager ou salarié, avoir tendance à jouer dans un des deux registres, et notamment le registre du pauvre et du défensif. Et donc à partir de là, voilà, j'ai un regard particulier sur la manière dont les gens se comportaient avec moi, ce qui, je pense, me donne une forme de maturité. Alors, moi aujourd'hui, parce que j'ai une 50aine d'années passées, mais qui tôt m'a donné une forme de maturité managériale. Comment est-ce qu'on embarque une équipe dans un projet justement que personne ne peut encore se représenter? Moi, je crois à un triptyque action, émotion et sentiment. Et ce triptyque est sous-tendu par quelque chose que je définis comme le besoin. Donc on a des besoins vitaux, dormir, manger, voilà. Et puis on a des besoins d'ordre sociétaux ou d'épanouissement personnel. Et donc quand je monte un projet, je regarde à quoi il va répondre auprès des personnes qui vont le mener avec moi, que ce soit des managers, des associés ou autres. Et puis ensuite, je me mets dans une action. Donc l'action, elle crée, lorsqu'on est sur une action positive, elle va créer des émotions positives. Et ces émotions positives vont créer des sentiments. Le sentiment d'appartenance, le sentiment de vouloir en être, le sentiment de s'aimer, d'aimer le projet que l'on fait, du partage. Et donc j'essaie de conserver cette boucle vertueuse, même dans les moments difficiles ou les situations complexes. J'essaie de regarder ce qu'il y a de positif, pour garder ce mouvement en route. Et puis l'espoir. L'espoir, le rêve aussi, c'est quelque chose d'important. Dès lors que l'espoir disparaît, les gens changent rapidement d'avis, les systèmes changent rapidement d'avis. Donc entretenir l'espoir, avec cette aussi particularité que je ne prévois pas l'avenir, je le permets. Alors la petite nuance, c'est que lorsqu'on prévoit trop, on s'interdit les chemins de traverse. Et on ça conditionne. Bah ouais, ça conditionne. Et on s'interdit surtout d'être influencé par son environnement, persuadé que le chemin c'est celui-ci. Donc j'aime à dire que je ne prévois pas l'avenir, mais je le permets. Et puis j'essaie de faire en sorte, comme vous l'avez compris, que chaque moment qui passe puisse constituer le bon souvenir du moment qui va suivre. Et ça, c'est important pour moi, que ce soit dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. Vous managez des équipes mixtes, avec ou sans handicap. Qu'est-ce que ça change dans votre manière de déléguer, de faire confiance? Moi, je m'en fous que la personne soit handicapée. Ce qui m'intéresse, c'est sa performance. Charge à moi, manager, de trouver les ressources en interne ou en externe, dans ma société ou à l'extérieur, pour faire en sorte que tout individu, handicapé ou non, puisse avoir l'environnement favorable pour qu'il puisse travailler. Alors, vous parlez de confiance. La confiance, pour moi, ne vaut que si elle est contrôlée. Non pas contrôlée au sens flicage du terme, mais contrôlée dans permettre à la personne d'avoir des points d'évaluation, des retours pour qu'elle puisse croire en elle. Et donc, je dis à mes managers, n'ayez pas confiance, croyez. La confiance est là pour contrôler le fait que, eh bien, vous avez raison ou pas d'aller dans ce sens, vous avez raison de confier telle ou telle chose à la personne. C'est en cela que, pour moi, la confiance est un mauvais capteur, une mauvaise orientation de management, parce que c'est une forme de soumission. J'ai eu raison ou pas de te faire confiance. J'ai eu raison de me faire confiance ou pas. Et quand vous êtes avec des gens qui manquent de confiance en eux, eh bien, ils vont prendre la moindre chose pour dire, bah voilà, tu vois, j'avais raison, je ne veux pas faire confiance, je suis un gros nul. Non, la confiance, c'est un point de contrôle. Alors, c'est quoi la bonne posture? C'est croire en soi. Vous savez, avoir la foi dans un projet, croire en quelque chose, ça soulève des cœurs, ça soulève des foules, ça soulève des sociétés entières. Donc il faut croire en soi. La confiance n'est qu'un moyen de contrôle. C'est comme ça que moi je vis les choses. Et donc on reboucle avec l'idée de tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour motiver? Eh bien croire. Croire dans les gens, croire dans les projets. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, et il faut poser les bons points de contrôle. Mais la confiance n'est plus un outil de gouvernance. Ça devient un moyen d'accompagner et d'avancer. Et dans un environnement atypique comme dans le noir, comment est-ce que vous vous assurez justement que chacun, quel que soit son profil, trouve sa juste place? Bien, dans le noir ou d'autres sociétés, puisque j'ai d'autres structures, il va trouver sa place si on travaille dans l'intérêt bien compris de tous. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Vers quoi tu veux aller? Comment est-ce que je peux t'accompagner pour le faire? Et voilà, la société est une personne morale, voilà à quoi elle aspire, voilà son cadre,
est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble? C'est vraiment... mais travailler dans l'intérêt bien compris de tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une personne qui veut mettre en avant ses seuls intérêts, sa seule orientation, parce qu'à ce moment-là, elle va venir en percussion avec les intérêts des autres. Oui, il faut penser collectif. Donc c'est collectif, mais que chacun trouve sa place dans le collectif. Ça, c'est important. Vous avez cofondé H-Up Entrepreneur, un réseau pour soutenir les entrepreneurs en situation de handicap. Quel était le point de départ? Bien, lorsque j'ai créé ma première entreprise, Itac, on en a parlé tout à l'heure, j'avais 23, 24 ans et j'ai mis 6 mois à trouver une banque. Et puis, on m'a accepté en signant des décharges. Et puis après, j'ai cherché une assurance pour couvrir notamment ma prévoyance si je tombais malade. Et là, j'ai galéré et puis j'ai une société qui a fini par m'accepter, trop gentille, il y a déjà la position à l'époque, en me disant que voilà, j'allais payer 30% de plus, bon, parce que j'étais handicapé, donc je représentais à leurs yeux un risque, et qu'ensuite j'allais avoir des choses qui allaient être exclues, notamment les choses liées à mon handicap. Et donc je leur ai dit, mais si je traverse la rue et je me fais renverser, est-ce que vous allez me couvrir? Et là, non, parce qu'on estimera que vous ne voyez pas. Bon. Si je me fais bousculer dans un escalier, est-ce que je tombe? Et là, même réponse. Non, on va considérer que c'est parce que donc on ne va pas vous couvrir. Et là, je leur dis, écoutez, si j'attrape un virus, vous ne me couvrirez pas non plus parce que vous direz que je ne l'ai pas vu venir. Et là, M. Roche, j'exagérais. Je dis, écoutez, c'est vous qui exagérez, vous me prenez pour un con. Je vais signer, j'ai pas le choix. Mais je vous fais une promesse, c'est qu'aujourd'hui, je suis seul. Un jour, je serai nombreux. Déjà très prétentieux à l'époque. Et donc, en 2007, je découvre qu'on est 35 000 chefs d'entreprise en situation de handicap. Et là, je me mets au fond de mon siège comme ça. Je fais, mais 35 000 à avoir avalé, non pas des couleuvres, mais des baobabs parfois. Et d'humiliation, Didier, il est temps d'être nombreux. Et là, j'ai appelé 3 potes. J'ai dit, écoutez, qu'est-ce que ça vous dit qu'on monte une association et qu'on aille faire valoir, en fait, nos droits et qu'on arrête de se faire rouler dans la farine et humilier et qu'on existe. Et les 3 potes m'ont dit, écoute, on va t'aider à monter l'association. Par contre, on pilote rien, tu t'occupes de tout. Et c'est comme ça qu'H-Up est né en 2007-2008. Donc je l'ai présidé pendant 12 ans. Et au bout de 12 ans, j'ai cédé la présidence. Voilà, et vous avez contribué à faire reconnaître le statut de travailleur indépendant handicapé. Et pourtant, vous n'êtes ni élu, ni lobbyiste. Comment est-ce qu'on mène un tel combat de l'intérieur? Où est-ce que vous trouvez l'énergie? Action, émotion, sentiment. Ça vient répondre à un besoin, le besoin de vivre dans des projets, le besoin d'exister, le besoin de partager surtout. Donc c'est la joie de faire. Vous voyez, moi on me dit, Didier, tu fais parce que probablement t'es un hyperactif. Bon, pourquoi pas? Mais je fais surtout parce que j'aime faire. Et c'est la joie et le plaisir de faire et de mener des projets avec des gens. Oui, c'est satisfaisant. Mais c'est hyper satisfaisant, c'est génial. Et puis une fois que vous arrivez à faire quelques petits succès, eh bien on vient vous voir pour en mener d'autres. Donc c'est le plaisir de faire, c'est un plaisir de vivre. Et aujourd'hui, quelles sont sur ces sujets-là donc les résistances les plus tenaces à faire tomber? Alors il y a une résistance et une vision. Les résistances, elles sont de moins en moins le cas, puisque voilà, la charte de l'assurance, le fait que l'association a mis en avant les entrepreneurs en situation de handicap, notamment en créant les trophées qu'on a créés en 2018 des entrepreneurs en situation de handicap, qui cette année se rendront le 3 décembre. Donc une forte visibilité médiatique. Voilà, peut-être certaines grandes entreprises pourraient douter du fait de sous-traiter à quelqu'un qui sont en situation de travailleur indépendant handicapé. Et puis, il y a une croyance que ont les travailleurs indépendants handicapés parfois, qui est de dire on ne m'aide pas, on ne me soutient pas financièrement, j'ai pas d'emprunt autorisé parce que je suis handicapé. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, si ça pouvait encore être le cas, c'est extrêmement rare. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être réaliste. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir, qui sont venus voir le président de l'association, à l'époque, que j'étais, et qui me disaient, voilà, j'ai un problème, il faut que l'association m'aide, les banques ne veulent pas me soutenir, ainsi de suite. Et quand je voyais le projet, je me disais, mais moi, je ne mettrais pas un euro sur ton projet. Vu comment il est bâti, comment tu le présentes, personne ne va te soutenir. Je dis, donc ton problème, ce n'est pas les banques.
Les banques, elles ne vont pas te prêter ou d'autres ne vont pas te soutenir parce que tu es handicapé. C'est le projet. C'est le projet qu'on soutient quand on est financier. Et là, il ne tient pas la route, ton projet. Et j'ai pris la parole une fois en public parce que voilà, un travailleur indépendant handicapé attaquait les banques, les assureurs et ainsi de suite. Et à la fin, les gens qui étaient présents, notamment du monde des finances, m'ont dit écoutez, merci d'avoir pris la parole. On fait trop souvent face à cette façon de voir et on doit nous aider ces pauvres handicapés alors qu'ils n'ont pas de projet qui tienne la route. Il dit nous, on n'a pas pu le dire, mais vous l'avez pu le dire. Et franchement, merci de votre franchise, de votre honnêteté intellectuelle. Et s'agissant de l'inclusion réelle dans les entreprises, les grandes entreprises, quel regard est-ce que vous portez ? J'aime pas le mot de l'inclusion. Pourquoi ? Lorsque j'étais à l'école et que j'étais en institut spécialisé, on parlait d'intégration. Et donc l'intégration, c'est Didier, je te donne tous les outils nécessaires pour que tu puisses t'intégrer, donc rentrer dans la vie de la société et dans la vie professionnelle. Donc c'était à moi de m'adapter. Ensuite, il y a eu la notion de l'inclusion. Donc l'inclusion, c'est Didier, ne t'inquiète plus, la société, les boîtes vont faire le nécessaire pour que tu n'aies rien à faire et que ça marche tout seul, elles vont s'adapter. J'aime pas ça non plus. Par contre, je prétends que la personne handicapée, avec ce qu'elle sait, ce qu'elle doit apprendre aussi, la société, les entreprises, les employeurs, mais la société en général, avec ce qu'elle sait et ce qu'elle doit apprendre, eh bien, ont une histoire à écrire. Et donc, je préfère la participation à la notion de l'inclusion, parce que je prétends que non, la société n'a pas à s'adapter à 100%, ce serait bien triste pour moi, mais que la main dans la main, on peut construire une histoire et un avenir meilleur. Donc, je crois plus à cette notion de participation. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'emploi des personnes en situation de handicap dans le monde professionnel, qu'on soit dans le public ou dans le privé? Ça a sérieusement évolué. Bon, il y a encore plein de choses à faire, très certainement, mais ça a sérieusement évolué. Donc, c'est un chemin qui a été pris dans les années 90, avec notamment la loi de 87, qui a créé la GFIP et l'obligation d'emploi. On a dû passer par l'obligation d'emploi et elle est encore nécessaire aujourd'hui. Mais on est bien loin de ce que nous étions à l'époque, donc ça évolue. Bon, on peut toujours faire mieux, mais le chemin est en route et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, vous sentez une vraie... Ah bah oui, clairement. Clairement. Didier, question un peu plus philosophique. Peut-on, selon vous, être un bon manager tout en restant neutre? Ou est-ce que l'engagement fait partie de la posture managériale? Je ne sais pas ce que ça veut dire être neutre. Ça voudrait dire être insipide, pas de vision. Non, je pense que le manager, il doit être fort de son expérience, de son vécu. Et il doit non pas être neutre, mais à l'écoute, non pas considérer qu'il sait donc les autres doivent faire, mais s'autoriser le fait d'être influencé, mais d'avoir le cap. Parce que parfois, on a face à nous des gens qui sont des monsieur ou des madame oui mais, et puis on n'avance pas. C'est-à-dire que oui mais, d'accord, on écoute, on explique, on échange, et puis à un moment, quelqu'un doit prendre une décision. Il faut être capable de prendre cette décision en étant d'une part éclairé de ce que les autres ont à vous dire, et surtout en éclairant les autres de pourquoi vous avez pris cette décision-là. C'est ne pas s'arroger la gloriole de quelques idées que ce soit. Il est plus intelligent, selon moi, de travailler par le jeu de la rhétorique, du discours, de l'encadrement, dans le fait de faire naître son idée dans la tête des autres, parce qu'une fois dans la tête des autres, non seulement ils vont s'en emparer, ils vont en faire la leur, mais en faisant la leur, ils vont la modifier. Ils vont venir embellir et mettre de la lumière sur l'idée que vous aviez au départ. Vous voyez, c'est complètement du donnant-donnant, c'est de l'échange. Donc être neutre, certainement pas. Et en tout cas, ne pas être totalitaire, autoritaire ou despote, parce que c'est n'importe quoi. Vous travaillez principalement à l'oral. Quels sont vos repères pour suivre un projet, piloter une équipe? Alors, je travaille beaucoup par l'oral, mais je suis informatisé, je travaille beaucoup avec l'ordinateur dans Excel, et pas que. J'utilise l'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini, etc. Mais ça a été un changement énorme pour vous? On en parlera, ouais. Alors, comment je travaille à l'oral? C'est-à-dire que dans mes réunions, j'essaie de tout avoir en tête, et donc j'ai pas de support. Donc, comment on fait? C'est de la mémoire. C'est accepter aussi que les autres n'aient pas la rapidité que vous
pouvais avoir, puisque la mémoire, elle a quelque chose d'instantané. Une fois, on était en réunion, il y a une autre personne aveugle qui était avec moi, et puis il y avait des collaborateurs voyants. Et puis on parle d'un dossier, il me dit mais ça me rappelle le dossier de voilà. Et puis là je sens un blanc et puis les gens se disaient mais attendez, on l'a pas avec nous, on va le chercher, on revient. Ouais. Et là je mets sous la table, je mets un petit coup de pied à la personne qui voyait pas, je penche ma tête sur le côté, je fais comme ça, on va pas leur en vouloir, ils ont pas de mémoire, chacun son handicap. Et donc on en fait de l'humour. Donc voilà, il faut accepter aussi que parfois vous puissiez aller plus vite. Parce que voilà, vous avez développé cette compétence de compensation que tout le monde pourrait faire, mais pourquoi vous embêtez à le faire parce que vous avez le support papier? Donc voilà comment est-ce qu'on fait. Alors, pour l'intelligence artificielle, moi j'ai fait une formation d'informaticien et donc j'ai développé de l'IA à l'époque pendant mes études. Et c'est marrant parce qu'en 93, le prof arrivait et la première chose qu'il faisait, il dit écoutez, voilà, vous êtes inscrit en maîtrise d'intelligence artificielle. Probablement que vous ne vous en servirez jamais, mais vous verrez, l'exercice intellectuel est intéressant. Quand je vois ce que c'est devenu presque 30 ans après, c'est amusant. Alors, moi, quand je faisais une recherche sur Internet, ça m'affichait tous les sites, et tous les sites que je devais passer page par page, les uns après les autres, pour trouver l'information. Autant vous dire que je ne m'en occupais pas, puisque ça me prenait un temps de dingue, donc j'y allais pas. Par contre, prompter, moi j'ai su faire, puisque c'était dans les années 90, on promptait beaucoup. Et donc là, je retrouve naturellement ce que j'ai fait pendant longtemps. Et donc, je pose mes questions dans l'intelligence artificielle. Et là, par magie, il me condense 50 000 sites, et donc j'ai ma réponse tout de suite. Voire j'affine mon prompt. Donc c'est un changement, c'est extraordinaire. C'est un gain d'autonomie formidable pour moi. Formidable. On se rapproche déjà de la fin de cet entretien, c'est passé très vite. Vous avez dit, je n'ai jamais voulu inspirer, j'ai voulu agir. Aujourd'hui, c'est quoi agir pour vous, Didier? C'est montrer aux gens que d'où que l'on vienne, qui que l'on soit, dès lors qu'on se met dans cette spirale, dans ce triptyque dont je vous ai parlé tout à l'heure, émotion, action, émotion, sentiment, eh bien, on crée des choses formidables pour soi, mais pour les autres aussi. Et ce triptyque marche à l'envers aussi, c'est-à-dire que si on crée des actions qui produisent de l'émotion négative, eh bien, on crée de la destruction de soi, de la destruction d'autrui, de ses projets. Et évidemment, des sentiments négatifs, les gens vont se mettre à vous détester. Et vous allez rentrer dans un mode de communication qui va être néfaste pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, faire de la seconde qui passe le bon souvenir de la seconde que l'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut avoir, je pense, ancré en soi. Donc, même si on se plante, c'est pas grave. L'échec comme la réussite ne sont que des expériences de vie. L'important, il faut comprendre pourquoi on se plante. C'est vraiment l'importance du sujet pour ne pas refaire de la même chose. Parce que quand on fait de la même chose, il y a de fortes chances qu'on obtienne du même résultat. Donc, c'est hyper enrichissant de se planter. Puis quelqu'un qui se plante et qui rebondit, c'est quelqu'un qui est intéressant parce qu'il a la capacité de ne pas s'arrêter. Et enfin, il faut être dans la croyance plus que dans la confiance. Parce que moi, quand on a une difficulté, la croyance, la foi, c'est ce qui va vous donner le coup de rein pour réussir. Lorsque j'ai un manager qui vient me voir et me dit, écoute Didier, voilà, fais-moi confiance, ça, A plus B, ça donne C, etc. C'est la preuve, on y va. S'il n'a pas de doute, ça m'ennuie. Parce que agir dans le doute, c'est quelque chose qui moi, me porte. Quand on décide dans le doute, ça veut dire qu'on agit dans la foi. Et la foi, on revient dans le phénomène de la croyance. Et il y a un moment, vous allez avoir besoin de la foi pour avancer dans vos projets, ou dans vos projets de vie professionnels ou personnels. Et ça, c'est important pour moi. Donc, gardez ce triptyque en tête, et tout se passera bien, en fait. Pourquoi ça se passerait mal? On se plante, c'est pas grave, on continue. Vous voyez, la vie est un perpétuel recommencement. Il faut accepter que l'apprentissage, c'est aussi parfois des moments compliqués, mais on en sort. Merci beaucoup Didier. Didier Roche, cofondateur de Dans le Noir et de H-Up Entrepreneur.